Pierre-Yves Rougeron, premier numéro de Curé de campagne, analyse rapide de la campagne électorale présidentielle et législative du printemps 2017. Donc c'est un nouveau format, un peu plus court. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. L'affaire principale qui intéresse en tout cas les médias et dont on parle beaucoup, c'est celle de François Fillon et des multiples affaires. Tous les jours, il y a une nouvelle histoire le concernant. Donc ça a été son épouse, maintenant c'est ses costumes, enfin ça va un peu dans tous les sens. Que faut-il en penser et qu'est-ce qui lui reste comme chance pour gagner le petit encore étonnamment, moi je suis beaucoup plus optimiste pour Fillon que les autres. Je veux dire pourquoi. Parce que, bon, je l'ai annoncé lors du dernier grand entretien, le cabinet noir de M. Jouyet fonctionne très bien, et là il faut reconnaître le savoir-faire du gouvernement socialiste, parce que si le gouvernement ils se défendent bien, je le reconnais, pour pouvoir faire élire la créature de M. Hollande qui est M. Macron. Bon. Les attaques contre François Fillon étaient parfaitement coordonnées, l'utilisation du pôle financier dont les nominations ont été l'une des seules œuvres réelles de Christiane Taubira pendant son passage place Vendôme sont une démolition en règle, bravo. Bon, très bien. La seule chose, c'est que Fillon tient. Fillon tient, pourquoi ? Parce qu'il a radicalisé une partie du peuple de droite, c'est-à-dire, c'est très simple, vous êtes en face des 68 heures de droite. C'est simple, c'est un électorat âgé, poujadiste, certainement dans le pire des sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a des mots-clés et des signaux réflexes, un peu comme le chien de Pavlov, auxquels ils sont les seuls à réagir, baisse d'impôts, fonctionnaires feignants, etc., racisme de classe. Bon, ça, je l'ai dit ailleurs. L'avantage, c'est que cet électorat-là déteste les journalistes qui, pour eux, sont des gauchistes, et plus les journalistes taperont, mieux ce sera. Ensuite, l'avantage de François Fillon, c'est qu'il a les mains libres pour faire la pire des purges, si il en avait le courage physique. Parce que le gros problème de François Fillon, c'est sa lâcheté. Sinon, sa lâcheté personnelle, qui a été quand même le trait le plus saillant du personnage depuis le début de sa carrière politique. Hein, je l'avais dit ailleurs, et d'ailleurs des proches de François Fillon avaient accepté ce commentaire, mais m'en avaient reproché et la forme. François Fillon est un paillasson qui vous mord les sabots si vous ne le remerciez pas du moment, merci pour ce moment, que vous avez passé à vous essuyer sur sa tronche. Bon. Et si vous ne le remerciez pas, vous pouvez lui en faire ce que vous voulez, il vous mord. Sinon, si dans sa servilité vous lui donnez un sucre, vous pouvez en faire ce que vous voulez. S'il avait du courage, il se rendrait compte qu'ils l'ont tous lâché, et il a un électorat radicalisé, légitimiste. Donc, s'il voulait les purger, tout le monde applaudirait des deux mains, des deux pieds. Bien sûr, pas les purger maintenant, il doit faire campagne, et on ne fait pas un gouvernement autour de Retailleau, mais les purger après. Il a les mains libres pour faire la pire purge de la droite depuis les années 80. Le fera-t-il ? À cause de son manque de courage physique, parce que, bien évidemment, qu'il ne le fera pas. Et c'est là où il manque d'analyse. Moi, on m'apprendrait le même jour que Lelouch, Gégaud, et Le Maire se tire, j'embrasse la terre. J'embrasse la terre. Là, c'est un coup, vraiment, arrête de chialer Pénélope. Là, vraiment, c'est un joli coup. C'est-à-dire que tous les boulets, à l'exception de Kosciusko-Morizet, mais qui, elle, avait une circo promise, donc elle s'est pas barrée par la gamelle, mais tous les boulets sont tirés en même temps, y compris la Castafiore, et même Estrosi. Génial. La seule chose, c'est que s'il avait été politique, il aurait appelé de nouvelles équipes. Alors, il dit, maintenant, je vous mets... Et je fais une campagne un peu à la Buisson, à la Sarko, je fais une campagne dure sur les sujets ancrés à droite. Donc je fais du populisme Canada Dry. Mais le populisme Canada Dry, ça marche. La preuve, cette vidéo est enregistrée au surlendemain de la défaite de M. Wilders. Eh bien, qu'a fait le Premier ministre hollandais ? Il a fait du populisme Canada Dry. Il a montré les muscles sur une affaire sur l'air turc, et il a fait son malin. Moralité, une partie de l'électorat du Parti libéral qui s'était éloigné de M. Wilders est revenu au bercail tout de suite. Bien sûr, sur la longue durée, c'est pas une stratégie, mais ça sert à se faire élire. Là, c'est du braconnage sur les terres du Front National que Fillon devrait être en train de faire, s'il en avait le courage. Mais c'est sa lâcheté qu'il tuera. C'est sa lâcheté qu'il tuera. C'est pas la défaite de François Fillon, elle n'est pas écrite.
La seule chose, c'est que François Fillon est trop lâche. On aurait un esprit sans colonne vertébrale, rebondissant et vindicatif. Très joli petit tableau en ombre chinoise de Nicolas Sarkozy. Il aurait déjà repris le contrôle de la campagne. Alors, en incidence, justement, j'aimerais un petit peu vous demander par rapport à tout ce qui est affaires judiciaires. Donc, ce qui s'était fait frappant, finalement, c'est on a l'impression que les affaires sont minutées. C'est finalement là, le parquet... La sortie des affaires est minutée. Voilà, la sortie des affaires, mais aussi la saisie de la justice, puisque la justice s'est saisie extrêmement rapidement des dossiers concernant M. Fillon, mais elle a mis beaucoup plus de temps, par exemple, à se saisir des dossiers concernant Mme Le Pen. Et on a aussi, c'est assez marquant... Et ceux de M. Macron. Et ceux de M. Macron. Et on a aussi, c'est assez saisissant, le sentiment qu'en fait, tout ce qui peut relever d'une quelconque forme de secret de l'instruction est devenu un concept préhistorique et complètement évanescent. On a les PV qui arrivent à la presse avant... ou alors des écoutes téléphoniques sur des proches de Madame Le Pen dans le cadre d'enquêtes diverses qui sont communiquées à la presse, etc. Des fiches de police aussi. Par rapport à ce qu'on peut imaginer de façon classique par rapport à l'état de droit, c'est quand même, ça interpelle un petit peu. Donc, Là, on est en pleine persécution politique. Ça a été le... Quand le parti social... Ça a été l'utilisation des institutions de la Ve République dès la fin des années Pompidou. L'un des premiers à faire de la police noire, c'est Giscard. On se rappelle du cas Colucci, où on est allé très loin, lors du meurtre passionnel d'un des amis de Coluche, on est allé dire à Coluche que c'était sa faute si son ami avait été liquidé alors que l'enquête était déjà bouclée, et c'est ce qui a fait le retrait de Coluche de la campagne de 80. Or, Mitterrand a radicalisé ce système pour faire du fisc, de la police et de la justice les jouets de la répression du pouvoir socialiste. Et ça a été... Les gouvernements de gauche ont toujours été, sous la Ve République, les hommes les plus... toujours été les hommes les plus professionnels dans l'art de la persécution politique. Ensuite, je profite de votre insiste pour en faire une moi-même. Les questions que nous devons nous poser par rapport à ces persécutions politiques, elles sont assez simples. Elles sont y a-t-il pour l'instant une raison citoyenne de sanctionner Madame Le Pen, M. Macron ou M. Fillon? Aucune. Ils n'ont été condamnés, aucun des trois. La seule chose, c'est de savoir ce qui relève d'affaires normales ou d'affaires de persécution. L'affaire Fillon est une affaire de persécution. Ça ne veut pas dire que M. Fillon n'ait rien fait. Ça veut dire qu'il n'a rien fait d'illégal et qu'il a utilisé jusqu'à la trogne les coins, arrière-coins et interstices d'un système pourri. Mais je vais vous donner un exemple simple. C'est là où il y a le droit et la morale. Une infraction morale est une infraction... On peut, par exemple, quand le code Napoléon a été fait, la majorité sexuelle était vers 11-12 ans. C'est-à-dire elle reprenait la règle de droit romain. Néanmoins, s'attaquer à une enfant était suffisamment moralement condamné pour que la personne, si elle n'était pas condamnée, soit lynchée de toute façon. Donc l'ordre social se substituait à la loi. Ça, c'est des infractions morales. Mais prenez par exemple le délit d'initié, qui est une infraction complexe. Quelqu'un qui a fait un délit d'initié à l'époque où le délit d'initié était non sanctionné. C'est pas bien, mais il n'a rien fait d'illégal et il n'a rien fait qui trouble plus que ça l'ordre social. Contrairement au premier exemple sur l'atteinte aux mineurs. Bon. Aujourd'hui, quelqu'un comme François Fillon a utilisé tous les interstices d'un système qui est inorganisé, qui est celui des assistants parlementaires en France. Là d'ailleurs, s'il avait voulu se débarrasser de cette affaire, il aurait dit « je l'ai fait,
je n'aurais pas dû, je vous promets de réformer ce système, et pour prouver ma bonne foi, je rembourse, parce qu'il en a les moyens. Voilà. Il aurait fait ça le soir même, cette affaire était enterrée définitivement. Mais il a utilisé un système pourri. Les affaires actuelles concernant le Front National, particulièrement l'affaire des attachés parlementaires, sont des affaires qui prouvent une chose, c'est que le président Schulz, ancien président du Parlement européen, lui-même dans une affaire d'attaché en ce moment, grâce à la vengeance qu'exerce sur lui Klaus Welle, secrétaire général du Parlement, prouve une chose, c'est que le président Schulz a voulu donner un coup de main à l'époque à Manuel Valls pour s'attaquer au Front National qui venait de remporter des élections européennes de manière assez triomphante. Bon. Le problème, c'est que ce sont des affaires qui doivent être réglées par voie judiciaire, et pas par voie de presse. Et d'ailleurs, tout ça se terminera par des non-lieux certainement. Après, c'est aux avocats et aux juges de trancher ça. Le seul problème, c'est que aujourd'hui, si la justice est le bras auxiliaire des journalistes au service de M. Macron, alors parler à la justice est inutile. Quand la justice voudra faire réellement son travail, et c'est pour ça que beaucoup de gens ont critiqué la décision de Marine Le Pen de ne pas se rendre devant les juges, elle a eu tout à fait raison. Là, c'est aux magistrats de se dédire eux-mêmes. Parce que s'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont les bras du pouvoir socialiste pour faire élire M. Macron, c'est soit qu'ils sont incompétents, ce que beaucoup d'entre eux sont, soit qu'ils sont malhonnêtes, ce que beaucoup d'entre eux sont. Et une fois qu'on a additionné les deux, on a écumé une large part de la profession. Donc, ce qu'il convient, par contre, pour élever le niveau de réflexion, d'avoir en tête, c'est que quand on tord les institutions, on met en situation des hommes politiques, même aussi intègres se voudraient-ils, d'être tentés par l'illégalité et également de devoir entrer dans l'illégalité pour, vu le prix que coûtent des campagnes électorales ou la politique, pour pouvoir continuer leur activité. La Ve République a été faite certainement avec une trop haute idée des hommes politiques, avec une trop haute idée des hommes d'État. Parce que la Ve République a été faite pour un homme hors de toutes les séries. Ça, c'est clair. Elle demande un très grand effort de la part des hommes politiques. Mais ce n'est pas la Ve République qui est coupable. C'est la perte de souveraineté. Parce que quand vous n'êtes plus souverain, bien, vous avez des gens comme M. Hollande. Charles Pasqua disait qu'il aurait dû être chef de la salle des fêtes à la mairie de Tulle, capitale de la dentelle, c'est pour ça que ça lui va bien, et point. Parce qu'il aurait été à la mesure de ce qu'il est. Or, l'absence de souveraineté fait que ces gens-là veulent se servir. Ils veulent la couronne, ils veulent la caisse. Et à partir d'eux, tout le monde politique pourrit, par imitation, et également parce que, comme il n'y a pas, par exemple, de proportionnel, ou de proportionnel à correctif majoritaire, sous modèle allemand, scrutin en France, eh bien des gens qui sont dans l'opposition, et particulièrement dans l'opposition nationale, sont contraints, ou seraient contraints, d'utiliser certains subterfuges pour pouvoir continuer leur combat. Parce qu'on fait une guerre politique contre eux. Sans pour autant qu'il y ait ni d'enrichissement personnel, ni même de manquement grave à la loi. Et surtout, je ne veux pas être méchant, mais je vous rappelle qu'on sort d'une affaire comme une affaire Big Malion, qui elle est une affaire de blanchiment d'argent, une affaire Cahuzac qui est une affaire de blanchiment d'argent, où il n'y a jamais eu de condamnation sérieuse, où la condamnation de M. Cahuzac fut purement symbolique. Et l'affaire Big Malion n'est toujours pas jugée. Et l'affaire Big Malion n'est toujours pas jugée, très étonnamment. Ce qui est alors plutôt anormal, puisque finalement, elle concerne l'élection de 2012, elle est révélée en mai 2014. Et l'instruction est bouclée depuis déjà un long moment. Voilà, et en fait, on la ressort à la rentrée 2016 pour embêter M. Sarkozy dans le cadre de l'élection primaire. Donc finalement, on se dit,
enfin, en tout cas, on peut être amené à penser. Voilà. Je serais sûrement qualifié de complotiste sur le plateau de Mme Elkrieff, mais il y a en tout cas une coordination. Oui, le mot complot, à moins que les 12 personnes qui se sont retrouvées autour de Jules César avaient par hasard un couteau et se sont tous dit au même moment, tiens, on va buter le chef, et qu'il n'y a jamais eu de complot dans l'histoire de l'humanité alors. Disons que les conjurations, comme Pierre-André Taguieff, qui a étudié énormément la notion de complot, les conjurations ont toujours existé. Or, ce qu'a fait M. Copé, parce que le principal bras armé de l'affaire Big Malion, eh bien, ça devrait relever de quoi? Escroquerie en bande organisée. Bon, c'est une conjuration, de toutes les manières, pour avoir du pognon. Bon, hein, comme je l'avais dit à un député UMP qui me disait, vous savez, nous, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Je lui ai dit, ben oui, Jacques, la caisse. Et maintenant, c'est l'espérance de caisse, dans le cas actuel. Or, si vous voulez, il faut bien comprendre que nous devons réformer certains systèmes qui n'attrait pas à la Ve République en elle-même, qui a trait au parlementarisme à la française, et qui a trait à l'Union européenne. Le recouvrement de la souveraineté et une réorganisation complète des chambres, ne serait-ce que les réformes demandées par mon camarade Philippe Pascaud, qui est quelqu'un de très bien et un homme intègre qui veut sauver les fonctions électives, en disant oui, il y a plus de pourris que les gens le savent, mais il y en a moins que les gens le croient. Mais la souveraineté, le retour de la charge publique, peut mettre un tel poids sur les hommes d'État que ce poids les oblige à une certaine intégrité. Ensuite, les affaires de la cité peuvent être des affaires sales, et personne ne demande que des gens soient... Moi, si je connaissais le gendre idéal, je le mettrais pas président, je le garderais pour ma fille. Mais, il faut, si parfois certaines méthodes doivent être utilisées, elles doivent être utilisées un peu à la Pasqua. Je ne me rappelle plus quel magistrat qui avait enquêté contre Charles Pasqua avait dit « Oui, Pasqua a fait ce qu'il a fait, mais jamais il n'y a eu d'enrichissement personnel. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'État. » Nous sommes toujours, quand la souveraineté sera présente, si elle revient un jour, nous serons toujours sur la corde raide. Mais la présence de la souveraineté fait que le poids de nos actes et la responsabilité qui pèsera sur nous écrémera le personnel politique par elle-même. Monsieur Hérault, j'avais dit un jour qu'il était en surcapacité à la mairie de Nantes, finalement, j'étais même au-delà de la vérité, vu qu'il a envoyé ses mots d'adieu au corps diplomatique, en disant que son dernier acte était de donner des cours de genre obligatoires aux diplomates. Donc il n'était même pas en surcapacité à Nantes. Hein, j'ai surestimé le personnage, pourtant ça ne doit pas lui arriver souvent. Or, vous voyez ce que je veux dire? Ces gens-là sont là parce que la France est dans cet état-là. Et évidemment, ils font comme tout parasite, parce que ce sont objectivement des parasites comme des parasites intestinaux. Ça devrait se purger de la même manière d'ailleurs. Ils se multiplient et donc prennent encore sur le corps sain dont ils sont les parasites. Alors vous parliez de gendre idéal tout à l'heure. Ça me fait penser à bel Emmanuel, M. Macron, qui est maintenant, semble-t-il, le favori de l'élection. On le dit, en tout cas les sondages d'opinion le disent proche d'être premier au premier tour, ou en tout cas deuxième, et devançant, semble-t-il de loin, M. Fillon qui est accroché à la troisième place. Il a, semble-t-il, des chances raisonnables de pouvoir penser battre Marine Le Pen s'il est confronté à elle. L'élection d'Emmanuel Macron est-elle certaine? Est-elle encore évitable? Que va-t-il se passer? C'est là où il y a une responsabilité historique, et malheureusement c'est ça qui me rend pas optimiste, d'une part de l'électorat de droite. Donc le grand problème, c'est que c'est une bourgeoisie comprador qui choisira les traîtres parce que malheureusement ce sont ces cadres mentaux qui le commandent, et ces préjugés de classe. C'est tout cet électorat de François Fillon qui doit
je l'espère, se mobiliser pour pouvoir que François Fillon affronte Marine Le Pen, ce qui serait un duel entre, disons, entre le souhaitable et le moins pire. On est bien quand même tous d'accord que le pire c'est Macron. Parce que, pardonnez-moi de vous dire ça, mais l'alliance de Robert Hue, fossoyeur du communisme français, pain rassis de sénatorial, et M. Madelin, sorti pour l'occasion de sa bassine la maison de retraite de Maison-la-Forêt, c'est franchement indigeste. Franchement indigeste. Vous saupoudrez là-dessus Cohn-Bendit, l'amateur de gosses, et le Cuator, Drahi, Pigasse, Berger, Niel, et là ça devient une menace d'ampleur nationale, dont il est le jouet. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez les dernières allocutions qu'il fait, il a tous les boulons, mais il y a du jeu, Manu. Hein. Ensuite, lui-même, qui a un taux de certitude assez bas de son électorat, parce qu'on dit il est à 25, il est à 30, non, il a un taux de certitude à son électorat qui est à 50%. Donc, il n'est pas à 30, il est entre 15 et 30. Nuance. Marine Le Pen a l'électorat le plus sûr, donc elle est dans la conquête, et Fillon a un électorat radicalisé, lui aussi dans la conquête. Le seul problème de Fillon, c'est que comme il est dans les cordes et qu'il n'ose pas attaquer, il n'impose pas ses thèmes de campagne. Donc, il se fait bolosser, hein, comme disent nos chances pour la France. Il se fait bolosser. Si il arrive à reprendre l'avantage, lui, il a un électorat qui, pour l'instant, ne le fuit pas. Alors que Macron, lui, il n'est pas encore dans la conquête, il est dans la solidification de son électorat. D'où sa stratégie de la tension avec le peuple français. Parce que Macron est dans une stratégie de la tension. Hein, il étale ses préjugés de classe, ses haines anti-françaises. Bon, quand on est entouré d'Alain Minc et de Jacques Attali, il y a de quoi... Tout s'explique. Il fait surtout sa campagne à l'étranger, dans les communautés expatriées comprador. C'est quand même le candidat qui est un jour à Marrakech, un jour à machin, etc. On se demande quand est-ce qu'il est à Paris. Et quand il se retrouve face à son bon peuple, il se prend un œuf dans la gueule. Très joli tir, au passage. Hein, je pense que c'est pensé de la part de Macron. C'est-à-dire qu'il fait monter... Il a l'électorat qui va de Kosciusko-Morizet à Christiane Taubira, en passant par la Lie de la Terre, ce vichisme du temps de paix, comme disait le grand gaulliste de Sanguinetti, qui est le centrisme, et l'électorat de Stanley Lebègue, Bayrou. Et cet électorat-là fonctionne à la haine de la France, fondamentalement, et il les a compris, il essaye de les radicaliser pour être sûr de les avoir. Ils ne sont plus que les rejetons des vieux qui votent Fillon. Hein. Eux, ce sont les enfants des 68ards qui sont avec Macron. Les 68ards de gauche sont entre Mélenchon et Hamon, et les 68ards de droite sont chez Fillon pour des questions de patrimoine. Point barre. Donc, on les voit un peu, c'est la caricature avec le café Starbucks et le jeune cadre dynamique qui espère monter une start-up en travaillant 15 heures par jour dans le tertiaire. On le retrouve comme volontaire dans les bureaux dans le bureau de campagne de M. Macron. C'est un peu ce profil-là qui est... Ouais, c'est ce profil-là, c'est-à-dire des gens qui, en plus, parce qu'il attire les naïfs intéressés, c'est-à-dire des gens qui sont naïfs sur ce qu'est la politique, mais qui vont tout de suite demander où est la caisse, pour se dédouaner de leur naïveté. Mais c'est des gens qui lui ressemblent. C'est la génération des années 80, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'ego, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de colonne vertébrale, il n'y a que de la ruse et de la malice. Derrière une fausse naïveté, c'est la génération Canal+, quoi. C'est ça le profil type du macronien. Point barre. Le hystéro, parce que bon, à l'image de leur patron, hein. Si vous revoyez le duel entre Florian Philippot et Macron, vous vous rendez compte de quoi ? Florian Philippot avait tenté d'élever le débat, Macron a réagi en hystérique. Ce qui d'ailleurs a désarçonné Florian Philippot, qui est quelqu'un de facile à désarçonner, loin de là, parce qu'il est tombé en face d'un hystéro. Ce qui est un peu normal de la part de quelqu'un comme M. Macron. Or, est-ce qu'il va tenir jusqu'à la fin de la campagne ? Il est déjà en train de prendre des coups, parce que le cabinet noir a fait en sorte que les 3 affaires qui sont sur lui sont superbes trous de patrimoine. L'affaire Alstom,
et l'affaire de Las Vegas, que les trois soient remises aux calendes grecques. Il y en a déjà une qui vient de leur échapper. Le parquet financier ouvre une enquête. Donc il est exactement sur le pied d'égalité avec les deux autres. Parmi les favoris. C'est-à-dire que, mis à part que lui, comme ce sont ses amis qui dirigent les purges contre les deux autres, ça veut dire que lui, l'enquête est réelle. Et que là, la justice, elle n'a juste pas eu le choix. Elle ne le fait pas de gaieté de cœur. Et je peux vous garantir qu'elle tentera de ne pas remettre ses conclusions avant le premier tour. Ça, c'est clair. Alors un autre des candidats, il y a les trois favoris en quelque sorte, et puis il y a les deux qui sont derrière, mais qui ne sont pas totalement décrochés du peloton, donc M. Mélenchon et M. Hamon. Finalement, au début de la campagne, M. Mélenchon est parti en campagne assez tôt. Tout à fait. Il donnait un visage un peu nouveau, un peu moins gauchiste, etc. On va dire un gauchisme un peu bébête. Et finalement, là, notamment l'affaire Théo donne le sentiment qu'il est reparti, alors que l'affaire Théo est en train de se dégonfler, on se rend compte qu'a priori M. Hollande est allé rendre visite au jeune Théo, principalement pour des liens de famille avec des dirigeants africains. Tout à fait. Et là, Mélenchon était dans la rue, contre les violences policières, etc. Donc finalement, on était de retour dans le gauchisme. Alors, ma question, c'est pas est-ce que Mélenchon est ceci ou cela, c'est Mélenchon est-il en quelque sorte prisonnier des réflexes de son électorat. Il est prisonnier de son numéro 2, je vous dirais. Quand vous prenez l'entourage de Jean-Luc Mélenchon est prisonnier des amis de M. Corbière. C'est quoi Mélenchon ? Mélenchon, c'est un socialiste de l'Est, comme Chevènement. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est très à cheval sur les questions européennes, très méfiant vis-à-vis des Boches, d'où le Harand Bismarck, très bon bouquin d'ailleurs, peu discutable dans sa dernière partie, mais sinon très bon bouquin, et très à cheval sur les questions de défense. Donc c'est un socialiste sérieux, Mélenchon. C'est un homme qui travaille, ça se voit, ça se sent, il a quand même fait, attendez, quand vous voyez sur le site du Front de Gauche, vous avez les experts qui passent en audition, et lui en face avec un ou deux assesseurs. Il a tenu suffisamment longtemps pour pouvoir faire un débat face au patron de l'Ifremer. Il n'y a pas beaucoup de politiques qui peuvent faire ça. Macron, hors de question. Macron, plus il parle, plus il pèse. Moins il pèse. Donc c'est pour ça qu'il recule les débats. Il a raison. Mélenchon, lui, cherche. Le seul problème, c'est qu'il avait deux successeurs, un qui est malheureusement décédé, qui est décédé très jeune, et M. Corbière, vous savez, qui incarne la ligne gauchiste, Clémentine Autain, baltringue.fr, etc., etc. Et ethno-confessionnel, mais bon, là, pour le coup, ils sont un peu doublés par Bilal, parce que sur la ligne Terra Nova, Alliance des minorités, un vote contre un tchador, égaler Benoît Hamon, c'est compliqué. Et il est prisonnier de ça, Mélenchon. Il est prisonnier de ça. Il y a un superbe bouquin, écrit d'ailleurs par un de ses proches, qu'il faut lire, parce que c'est une analyse politique absolument hors norme, qui est « Pourquoi le Front de gauche ne vaincra jamais le Front national » d'Aurélien Bernier, paru au Seuil, qui est un bouquin fabuleux, paru il y a quelques années, mais qui reste entièrement valide. Mélenchon est prisonnier de trois questions. Il ne pose pas l'identité, il ne pose pas la souveraineté, il ne pose pas l'indépendance, il ne pose pas la question, il pose des questions de politique étrangère intéressantes, mais il ne pose pas une vision globale de la France au XXIe siècle, alors qu'il est l'un des seuls qui en a le niveau, et je dirais même que c'est l'un des seuls qui a fait une campagne réellement gaullienne. C'est-à-dire que lui, c'est l'homme avec le peuple. Il ne vous a pas emmerdé avec le Front de gauche, comme parti. Il a fait une plateforme pour un appel au peuple. La seule chose, c'est que l'affaire Théo, d'un côté, c'est une inclinaison brutale de sa campagne, l'a plombé. Le gauchisme l'a plombé, et c'est ça qui est le plus triste. C'est que il aurait pu être le non-conformiste de gauche, et là, il aurait pu faire beaucoup de mal à quelqu'un comme Marine Le Pen. Ce ne sera pas le cas. Et ce qui est dommage, parce que c'est la dernière campagne d'un homme qui fut, je pense, beaucoup plus que le souvenir qu'il laissera d'un grand tribun. Je pense que c'est fondamentalement un grand politique, Mélenchon. Et il aurait été un grand homme d'État, j'en suis à peu près persuadé. Alors venons maintenant les petits candidats, je m'excuse auprès d'eux. Oui, surtout que c'est dit vraiment sans aucun mépris, ce sont juste les autres candidats, et qui malheureusement sont par les institutions traités en petits candidats. Voilà.
Donc bon, on va pas faire les trotskistes, ils nous excuseront ou pas. Alors il y a un peu le candidat surprise, François Asselineau. Il y a a priori Jacques Cheminade qui aura ses signatures. Est-ce que la salle les a à ce moment-là? Bah, écoutez, au moment où on enregistre, le Conseil constitutionnel devrait nous le dire sous peu, donc j'espère qu'on le saura. Et il y a aussi, il a grand peine à faire décoller sa campagne, il faut bien le dire. Les affaires ont peut-être pas beaucoup aidé non plus. Il n'est pas invité sur TF1, donc il est très fâché. C'est Monsieur Dupont-Aignan. Donc, est-ce que vous pourriez nous faire un petit tour d'horizon sur ces candidatures Alors, surprises ou candidatures considérées, à tort ou à raison, comme petites? alors, le, je mets de côté Jacques Cheminade, qui est quelqu'un qui est un personnage totalement à part parce que il a, bon, quand on lit sa presse sur l'espace, sur la mer, sur etc. Bon, bah, l'homme est aussi critiquable qu'on le veut, mais il n'est pas dénué d'idées. Là, faut quand même. Et ses écrits d'analyse financière restent, quand on voit ce qu'il écrivait avant 2008, ça reste extrêmement bien fait. Néanmoins, lui, c'est un personnage très 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 atypique, vu qu'il est en plus l'émanation d'un homme aux États-Unis qui est Lyndon LaRouche. Donc c'est vraiment, c'est un ovni au sens dans le paysage politique français, mais dont les équipes sont mobilisées en permanence pour l'obtention de signatures. Donc lui, c'est pas surprenant. Passons aux deux cas surprenants. Prenons l'hypothèse du cas Lassalle. Lassalle, c'est pas du tout surprenant qu'il soit arrivé à avoir ses signatures, parce que c'est un homme qui, pour tous ceux qui ont eu le plaisir de le rencontrer, c'est parce, disons, que l'existence, qu'il reste des gens comme Jean Lassalle. Premièrement, pour avoir eu le plaisir d'être en contact avec ses équipes, ça fait partie du peu d'hommes qui vous rassurent sur le fait qu'Henri Miller avait raison et qu'à chaque génération, il y a quelques hommes qui empêchent la société de pourrir tout à fait. Même si la nôtre, les hommes sont quand même en nombre réduit, la société est déjà bien atteinte. C'est un homme qui est vraiment là pour son pays, qui est catastrophé par l'État, de déliquescence de nos institutions et de notre peuple, et qui d'un côté poursuit une sorte de rêve gaulien, d'un côté assez touchant, mais je pense que sur certaines matières très techniques, sur l'aménagement du territoire, etc., il ferait un ministre absolument extraordinaire. Et c'est vraiment l'exemple d'un enraciné, parce que personne ne peut mieux résumer Jean Lassalle que de dire c'est un vrai berger des Pyrénées. Il y a, si vous voulez, c'est pas du tout l'homme politique qui joue. Et je pense qu'il connaît tellement bien son coin que tous les élus locaux ont dû voter pour lui. Donc c'est quelqu'un qui mérite d'être entendu. Autre homme qui mérite d'être entendu, qui est François Asselineau. Alors François Asselineau... Qui est beaucoup moqué à la télévision. Hein. Alors, il faut voir une chose. Je fais un aparté là-dessus. La dérision est devenue pour le système le moyen de s'attaquer à nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Mais ils essayent de faire la seule chose que Voltaire ait réellement réussi à faire, hein, je crois que c'est Lamartine qui parlait du hideux ouvrier de Voltaire, c'est-à-dire à combattre par le fait de se moquer. Pour les Lumières françaises, qui sont marquées par l'anticléricalisme, ça a plutôt bien marché, si on regarde bien. Et eux, ce qu'ils essayent, parce qu'ils ont le contrôle de l'humour, hein, faites un sketch sur certains sujets et vous réglerez ça en 17e chambre correctionnelle, donc ils ont le contrôle de l'humour. Ils ont les humoristes à gages, c'est pour ça qu'il n'y a que des humoristes plus ou moins mauvais, ils les importent d'ailleurs de Belgique, hein, pour beaucoup de ceux qui officient à la radio, donc des gens qui viennent du néant, donc ils peuvent servir à tout. Or, ils utilisent ça parce que, devant des sujets trop sérieux, moi je comprends que par exemple, il n'ait pas d'expertocratie à opposer à Asselineau. À cause de son CV, inspecteur général des finances, et à cause de la maîtrise des dossiers. Il suffit d'aller d'ailleurs sur upr.fr pour voir les dossiers qu'ils font. Hein. Aller contre, le système n'a plus personne. Ça ne se pose pas que pour Asselineau, ça se pose, ça je le sais, pour Jacques Sapir, où beaucoup d'économistes disent non, Sapir, on a déjà pris une fessée ou deux, si laissez lui en débat, je viens pas. Et donc ça permet aux chaînes de ne pas inviter Jacques Sapir parce qu'il n'y a plus de débatteurs. Vous voyez comment le système fonctionne. Pour Asselineau, c'est la même chose.
Donc, déjà, il faut saluer le travail exceptionnel des équipes de terrain de l'UPR. On peut en dire ce qu'on veut, mais... Les affiches sont partout. Hein. Et surtout, il ne peut pas avoir les moyens d'utiliser une société privée. Donc ça veut dire que c'est les siens qui les collent. Donc ils ont fait un travail extraordinaire. Il a un matériel humain absolument hors du commun pour avoir été invité de différentes choses en commun. Et il a... et surtout, beaucoup de gens me disent... Oui, il a été mis là pour embarrasser le Front National. Tralala. Premièrement, ce sont les maires non encartés qui lui ont donné leur signature. Ça, c'est public, hein, celui de le voir. Quelques maires de droite, ça vient, à mon avis, avant tout par son passé. Il a été proche de Charles Pasqua, ce que certains osent utiliser comme étant infamant. Moi, j'ai une très haute opinion de Charles Pasqua, donc je vois pas le problème. Et quelques maires de gauche, mais surtout des maires non affiliés. Donc, à mon avis, des maires de la grande ruralité. Bon, qui savent qu'ils vont avoir des ennuis avec la communauté de communes, la communauté d'agglomération, bon, très bien, c'est comme ça, c'est les petites méthodes. C'est pour ça que du temps du général de Gaulle, il fallait 100 parrainages. Enfin, il fallait même pas de parrainage, après il fallait 100 parrainages. Maintenant, on en a 500, et vu la multiplicité des candidats qui sont arrivés à la sueur et au sang à les avoir là, vous allez voir que le système va proposer 1000 pour la prochaine fois, ou 700 pour la prochaine fois. Mais à l'inverse, si on avait que 100 aujourd'hui, on aurait 30 candidats aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de législative, parce qu'il n'y a pas de proportionnel. La diversité, ça doit être la Chambre. Comme il n'y a pas de diversité à la Chambre à cause du mode de scrutin, eh bien tout le monde veut l'élection qui permet de sortir, et entre autres par le verrouillage des médias, parce que les journalistes sont la seule profession qui a un code de déontologie non obligatoire, dont d'ailleurs pour la plupart, et ça on l'a vu grâce à Asselineau, dont la plupart ils ignorent l'existence. Je peux vous assurer que l'ordre des médecins est beaucoup moins sympathique. Les journalistes devraient avoir un ordre professionnel. Voilà. T'as bidonné un article, ta carte de presse t'est retirée pendant tant de temps, etc. Bon, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait les règles d'une démocratie équilibrée. Donc, les gens n'ont pas accès à la Chambre, donc ils essayent par l'élection présidentielle. Et comme en plus il n'y a pas de souveraineté, vous pourriez mettre une chèvre à l'Élysée aujourd'hui, elle aurait quoi ? Le pouvoir de bêler pour nommer les préfets. Parce que c'est tout ce qui reste au président de la République. Bon, point barre. Or, le grand problème, c'est que je pense que les journalistes ne raisonnent pas comme ça. Ils ne raisonnent pas, on va utiliser un tel pour taper sûr. Ils n'ont pas cette intelligence-là. Là, ils comprennent juste une chose, ils ont besoin de faire de l'audimat et de l'audience. C'est un nouveau candidat, c'est une nouvelle tête, alors que les autres, soit ils ont l'âge de leurs artères, soit ils ont l'âge de leurs idées. Il ne faut pas être méchant, mais pour beaucoup, ce sont... Fillon, c'est un mec qui fait de la politique depuis 40 ans, dont tout le monde se rappelle de la tronche. Hamon, c'est un second couteau du PS depuis X temps, etc. Donc c'est une nouvelle tête. Vous me direz, il y a Macron. Mais Macron, c'est une nouvelle tête, mais de vieilles idées. C'est-à-dire, c'est Hollande avec un masque. Et un régime slim fast efficace, j'entends. Et c'est une nouvelle tête. 2, c'est des idées très lourdes sur l'Union européenne, très carrées. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, taper sur l'UE, ça rapporte. Et alors justement, est-ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'idée d'un certain nombre de personnes que sa candidature gênerait la candidature de Madame Le Pen. Je pense surtout à la candidature de Nicolas Dupont-Aignan plutôt, voilà. Moi. Donc finalement, est-ce que c'est susceptible de provoquer un éparpillement des voix souverainistes, des suffrages souverainistes, patriotes, nationalistes, ou anti-système ou ce que vous voulez, ou alors est-ce que c'est au contraire plus de temps d'audience pour ce courant de pensée? Ou est-ce que c'est les deux? Moi, je le prends plutôt pour ça, parce que quand on a fréquenté un peu les troupes de l'UPR, ce sont pour beaucoup des gens qui viennent plutôt de la gauche et de l'extrême gauche. Et surtout des gens qui étaient dans l'abstention depuis un certain temps. Donc moi j'en ai rarement, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. Moi j'en ai rarement rencontré qui étaient socialisés à droite. Sont des gens de... je pense qu'une candidature comme celle d'Asselineau est une candidature qui peut s'adresser aux abstentionnistes. Certainement pas en masse. Pourquoi ? Parce que c'est trop tard pour faire sortir les abstentionnistes Par exemple, pour Trump, qui en a fait beaucoup sortir de l'abstention, on avait des signes avant-coureurs bien avant. Là, on n'a pas de signes avant-coureurs de sortie massive de l'abstention, pour qui que ce soit.
Je pense pas du tout que ça va faire perdre des voix au Front National. Je pense pas. Je pense plus à Nicolas Dupont-Aignan, mais pas nécessairement à cause de la présence d'Asselineau, mais à cause de la campagne que fait Nicolas Dupont-Aignan. Parce que le grand problème, c'est que Nicolas Dupont-Aignan entend casser son image de gendre idéal, d'élu local modèle, ce qu'il est. Parce que bon, hier, c'est extraordinaire la manière dont est gérée la zone de hier, etc. Mais il a voulu incarner la droite hors les murs suite aux affaires Fillon. Donc il s'est mis à taper de plus en plus à droite, ce qu'il n'a jamais fait. Oui, il a évoqué le grand remplacement, qui est un terme... Nicolas vaut tellement mieux que ça. Voilà. Enfin, en tout cas, ce terme-là, même dans le FN, la plupart de ces cadres sont réticents à en faire usage. Et finalement, Dupont-Aignan saute dedans, tout en... partiellement, en tout cas, reculant un peu sur les... Tout en reculant sur l'euro, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut parler à la droite hors les murs dans ce qu'elle a de pire, c'est-à-dire les vieux rentiers, c'est-à-dire l'électorat de Fillon. Pourquoi est-ce que les vieux rentiers, ils en ont marre de l'immigration, mais ils veulent garder l'euro parce qu'ils ne se rendent pas compte que l'euro est déjà en train de les saigner, et que oui, il y aura une destruction de valeur par la dévaluation, car c'est le seul moyen de donner un coup de pied au fond de la piscine pour pouvoir remonter et créer plus de richesses. Sinon, eh bien, oui, ils garderont l'euro, c'est très bien pour eux, ils auront leurs enfants et leurs petits-enfants au chômage, et c'est eux qui devront raquer pour le chômage. Et d'un côté, c'est bien fait pour leur gueule. Donc, point barre. Le grand problème, c'est que Nicolas Dupont-Aignan a cru devoir s'attacher à ce public âgé et réactionnaire au pire des sens du terme, contre lequel je n'ai rien à titre individuel et je n'ai pas de mépris individuel, je dis juste que parfois, quand vos préjugés de classe vous tuent, vous l'avez bien cherché. C'est tout. Or, cet électorat-là ne viendra à la cause nationale que par la peur. Ils n'ont jamais été autre chose, ils n'ont jamais rien fait d'autre. Ça fait 2 siècles que ça dure. Ils viendront jamais à un candidat national en dehors d'une période de troubles majeurs. Là, les troubles sont de basse intensité, commencent mais ne sont pas encore dans la rue, donc ces gens-là ne viendront pas, et c'est pour ça que Nicolas Dupont-Aignan fera certainement un score pas terrible. Parce qu'il les a cherchés, et son électorat populaire naturel, qui était le petit peuple du RPR, le petit peuple séguiniste, ben lui, il est parti chez Marine Le Pen. Il a été attiré entre autres par le discours de Florian Philippot. Et entre ça et disons, je dirais la radicalité, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de prendre des problèmes à la tête, c'est ça que ça veut dire radical. Michéa a écrit de très belle page là-dessus, qu'incarne l'UPR. Bien là, il n'y a pas d'espace pour Dupont-Aignan. Donc Pierre-Yves Rougeron, merci pour nous avoir fait ce premier tour de quasiment tous les candidats. Lundi prochain aura lieu donc le premier débat. On va peut-être enfin entrer dans la campagne, on ne parlera plus seulement... Oui, parce que là c'est une campagne au prétoire, quoi. Voilà, donc on parlera peut-être d'autre chose que des chaussures de X, des costumes de Y, de l'épouse... Parce que là on va entrer dans les sous-vêtements de François Fillon, et là j'ai peur que la campagne devienne vraiment X, pour le coup. Voilà. Alors, qu'attendez-vous du premier débat? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ils aient invité que les 5 premiers... C'est lamentable, là c'est vraiment lamentable. Mais est-il possible de débattre à 10 quand même? Peut-être. C'est difficile, non? Alors attendez. Là pour le coup, pour avoir organisé des débats publics, pour en organiser assez souvent, quand vous avez trop d'orateurs, eh bien, vous devez faire... Il n'y a qu'une seule manière de faire, qui est de leur poser les mêmes questions et de leur donner le même temps de parole sur chaque en partie de l'émission, et chacun tiré au sort pour son ordre. C'est le seul moyen de le faire. Bien sûr, ils ne vont pas se rentrer dedans à 10. Là, c'est infaisable, techniquement. Sinon, ça tourne au pugilat, les voix couvrent les unes des autres, terminé, le téléspectateur, lui, il en a marre, il est barré. Donc ça, et TF1 se range derrière ça. Alors que là, il y a juste un type de débat différent à faire, qui est un débat partie par partie, c'est-à-dire le même journaliste, les mêmes questions posées avec la même intonation. Un peu à l'américaine. À l'américaine. Clac. Et de laisser le frontal pour quand ils ne seront plus que 2. Voilà. TF1 a tout à fait les moyens techniques de le faire. Ils ont même abandonné le siège parisien pour aller tourner ça en banlieue, parce que Dupont-Aignan a dit qu'ils allaient faire une manif devant. Et là, TF1 dit, bisque bisquerage, nous on se tire
dans les locaux de banlieue. On est dans le ridicule le plus achevé. Le monde entier est en train de se foutre de notre gueule pour cette campagne de merde, parce que c'est une campagne qui est aujourd'hui se fait entre l'instant Meurice et le juge, hein, c'est-à-dire on est dans l'alliance de ce que la France peut produire de pire aujourd'hui, c'est-à-dire la carte de presse et la robe noire. C'est ce que la France fait de pire aujourd'hui, et le monde entier se fout de notre gueule, alors que là, nous avions l'occasion d'avoir un vrai débat, nous ne l'aurons pas, et là, pour le coup, je suis désolé, il faut reprendre les obligations de la Charte de Munich, le très bon bouquin de Benjamin Dormoy de quelques années, qui doit être actualisé, sur « Ils ont acheté la presse ». Là, il y a une réflexion de fond que des intellectuels de haut niveau, je pense à quelqu'un qui est trop méconnu comme Henri Hude, font sur qu'est-ce qu'on va faire du pouvoir de la presse. À un moment, ça, il faudra l'étudier en long, en large et en travers, car aujourd'hui, nous étions une démocratie limitée par l'Union européenne, au sens où la Pologne ou la Hongrie l'était avant la chute du mur, et bien maintenant nous sommes une démocratie limitée à espace mental occupé par cette sous-classe que sont les journalistes aujourd'hui. Donc, c'est ça les leçons de cette campagne. De ce débat en lui-même, déjà, son principe est décevant, voire révoltant. Et là, la seule chose que j'attends, c'est si il a été bien préparé par différents candidats, j'attends que le masque de cire d'Emmanuel Macron fonde. Il fera tout pour l'éviter, il a été préparé pour ça, mais si le débat est bien joué, je pense entre autres par Jean-Luc Mélenchon et peut-être par Marine Le Pen, nous verrons la fonte du masque de cire, du petit génie à sa maman. À sa Brigitte. Pierre-Yves Rougeon, merci. On vous retrouvera à la prochaine vidéo. Ce sera très certainement le débriefing de ce débat. Alors. Merci.